La volonté de l'Omnimessie est sacrée. Que ses serviteurs écoutent et obéissent, car la sagesse du dieu machine ne souffre aucun doute. Un esprit saint dans un corps saint est le chemin vers l'illumination et la perfection mécanique. Infusion de la New Caf. Que l'énergie sacrée distillée avec précision à travers les filtres bénis infuse dans les fibres de ceux qui sont fidèles. Ainsi, la vigueur et la vigilance impératives dans le service de l'Omnimessie imprégneront ses humbles serviteurs, les préservant des abîmes du crash post-caféine. Injection des vitamines sacrées. Que la nutrition soit sanctifiée, car l'effort sans carburant est une hérésie. Que chaque molécule serve le grand dessein, que chaque atome devienne partie intégrante de l'œuvre de ses mains. Ainsi soit-il, par la bénédiction des Archmagos, que les corps soient alimentés comme les machines qui tournent, chaque rouage huilé et chaque muscle renforcé pour affronter les défis du jour. Ajout du citrus calamansi. En l'honneur de la pureté, nous vénérons la saveur authentique. Les élus savent que le plaisir simple et pur de l'amertume naturelle éloigne les pièges sournois du chaos. Ces excès sucrés, ces poisons masqués par les tentations calorifiques. Nous ne succomberons pas. Louée soit la justesse des sens éveillés, ceux qui résistent à la décadence et à l'entropie. Que le citrus, béni par l'austérité, soit notre rempart contre la corruption. Mixture prête pour le combat. Louée soit la Holy Crusade. Au 41e millénaire, on dit que le puissant impérium de l'humanité s'étend sur 1 million de mondes. Les vastes flottes et les armées de l'empereur Dieu, composées de plusieurs milliards d'hommes, mènent une guerre incessante contre les Xénos, les traîtres et les hérétiques des étoiles du halo jusqu'au noyau galactique. L'impérium lui-même est une autorité sinistre et intransigeante où toute forme d'autonomie constitue un grand privilège. Au sein de l'administratum de l'Adeptus Terra, des départements existent pour superviser, surveiller et contrôler les âmes du domaine impérial. Cependant, il existe une organisation dans l'Imperium qui se distingue et qui est pratiquement indépendante des adeptes de Terra. Elle possède des mondes entiers placés sous sa seule autorité, contrôle pratiquement toutes les installations nécessaires pour que l'Imperium puisse mener la guerre, tout en conservant une autonomie et un pouvoir sans précédent. Cette organisation est aujourd'hui connue comme l'Adeptus Mechanicus, et son histoire est aussi liée à l'Imperium que l'Imperium est lié à l'Adeptus Mechanicus. Pendant des millénaires, la planète Mars fut sous le joug d'une caste singulière et insondable, les technoprêtres du Mechanicum, un ordre technocratique de seigneurs féodaux dévoués au culte de la machine. Héritiers d'un savoir millénaire et gardiens de la technologie antique, ces prêtres ne considèrent pas la science comme un simple outil d'innovation, mais comme une discipline sacrée, régie par des dogmes immuables et des rites complexes. L'Omnimessie, leur divinité suprême, est vénérée comme la source de toute connaissance mécanique, et chaque prière prononcée, chaque offrande d'huile sanctifiée ou de câble sacré est un hommage à cette entité mystique. Organisé en une hiérarchie stricte, le Mechanicum de Mars fonctionne comme un empire dans l'empire, dirigé par le fabricateur général et son conseil de technoprêtres. Ces mondes forges parsèment la galaxie, et chacun est une forteresse dédiée à la production, où d'innombrables serviteurs, esclaves et machines œuvrent à la perpétuation du dogme et à la fabrication des armes de l'Imperium.
À une époque lointaine, lorsque les tempêtes Warp s'abattirent sur l'humanité, Mars ne fut pas épargné. Coupée de ses colonies, livrée à une anarchie sanglante, elle sombra dans le chaos. La famine, la guerre et les radiations firent de la planète un enfer rouge, hanté par des mutants affamés, des machines démentes et des esprits moteurs renégats. Mais le Mechanicum, enfermé dans ses bunkers sanctifiés, survécut. Quand enfin les technoprêtres émergèrent, ce n'était plus en simples gardiens du savoir ancien, mais en prophètes d'une foi nouvelle, en architectes d'un règne absolu. Ils restaurèrent l'ordre à la surface, rebâtirent les temples machines et ravivèrent les forges, transformant Mars en une vision de leur divinité de céramique et d'acier. Bien avant que l'empereur ne réunifie Terra, Mars s'était déjà dressé en puissance souveraine. Les technoprêtres observaient la Terre avec une méfiance teintée de convoitise. Ils voyaient dans les ruines de l'ancien siège de l'humanité des trésors technologiques à récupérer, mais également une menace. Des barbares sans foi ni loi capables de souiller leurs secrets. C'est pourquoi ils devinrent des ennemis farouches des tribus techno-barbares et des seigneurs de guerre qui se disputaient Terra. Pendant des siècles, leurs vaisseaux descendaient du ciel, emportant ce qu'ils pouvaient avant de disparaître dans les étoiles. Mais leur obsession ne se limitait pas à la Terre. Avides de comprendre ce qui était arrivé à l'humanité, ils envoyèrent leur première flotte d'explorateurs dans le Warp. Beaucoup ne revinrent jamais, mais certaines fondèrent les mondes Forge qui, plus tard, se réuniraient à leur giron. Lorsque l'empereur étendit son règne sur Terra, Mars scruta ses conquêtes avec attention. Certains voyaient en lui un frère d'armes, un esprit scientifique partageant leur soif de progrès, tandis que d'autres redoutaient une puissance capable de remettre en cause leur suprématie. Ses exploits paraissaient surhumains et certains technoprêtres commencèrent à murmurer qu'il était peut-être une manifestation de l'Omnimessie, voire l'Omnimessie lui-même. Des débats enfiévrés secouèrent le Mechanicum, divisèrent les factions et déclenchèrent de sanglants conflits internes. En arrivant sur la planète rouge, l'empereur, conscient que Mars ne plierait jamais sous la force brute, joua la carte de la diplomatie. Il proposa un pacte. En échange des ressources martiennes pour ses armées et d'une flotte capable de porter ses légions à travers la galaxie, il garantirait l'indépendance des mondes Forge et la place du Mechanicum au sein de son empire. Mieux encore, il leur offrit 6 maisons de navigators, leur rendant la capacité de voyager à travers le Warp en toute sécurité. Face à ces avantages, Mars scella l'alliance, bien que non sans luttes intestines. Au terme du traité d'Olympus, le Mechanicum s'engagea à fournir les armes, les vaisseaux et les machines de guerre nécessaires à la Grande Croisade et à la défense de l'Imperium en pleine expansion. En échange, ils exigèrent que les forces de l'Empereur leur remettent toutes les technologies qu'elles découvriraient. Conscient que le Mechanicum représentait une potentielle menace pour l'Imperium en cas de rébellion, l'Empereur mit en place des plans d'urgence pour contrer toute tentative de soulèvement. L'un des plus secrets et redoutables fut le plan d'urgence Icaros confié exclusivement à Lionel Johnson, primarque des Dark Angels. Ce plan permettait au Lion de conserver en sa possession un arsenal de reliques de l'ère des luttes, des armes d'une puissance inimaginable et aux technologies si anciennes qu'elles échappaient à la compréhension du Mechanicum. Ces artefacts, conçus avant l'ère des luttes et préservés loin de l'influence martienne, offraient à Lionel Johnson une capacité unique d'agir dans l'ombre. Si jamais une faction du Mechanicum devenait une menace pour l'Imperium, il pouvait déclencher des opérations préventives d'une précision chirurgicale, éradiquant toute insurrection naissante avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Le plan d'urgence Icaros fut appliqué à 8 reprises dans l'histoire de l'Imperium, notamment lors de la chute de Triplex durant la croisade de Tramas,
où une faction hérétique du Mechanicum tenta de s'affranchir du contrôle impérial. Dans cette guerre obscure, les forces du Lion frappèrent avec une brutalité implacable, annihilant les traîtres avant que leur rébellion ne devienne une menace à l'échelle galactique. Malgré le traité d'Olympus et la rébellion écrasée, une partie importante du Mechanicum refusait toujours d'accepter la divinité de l'empereur. Alors que les tempêtes du Warp se calmaient et que la Grande Croisade progressait à travers la galaxie pour réunifier l'humanité sous une seule loi, de nouveaux mondes forges, créés par les flottes explorateurs, furent découverts et réintégrés au sein du Mechanicum. Cependant, les divergences philosophiques profondes entre ces mondes forges entraînèrent une série de schismes internes et de rébellions mineures. Les exigences du Mechanicum devenant de plus en plus contraignantes, exacerbant le mécontentement alors que la Grande Croisade avançait toujours plus loin, l'empereur, fidèle à son objectif, persistait dans son alliance avec le Mechanicum, espérant voir l'humanité libérée des influences du démon et du Xénos. Mais, pendant ce temps, des forces plus sombres se tissaient dans l'ombre. Horus, le maître de guerre de l'empereur, commença à fomenter des plans de trahison contre son maître, cherchant à rallier des alliés de tout horizon pour mener à bien sa rébellion. Une grande partie du Mechanicum se rangea du côté des traîtres lors du cataclysmique conflit qui éclata à l'échelle galactique, connu sous le nom de l'hérésie d'Horus. Mars, une fois de plus, fut secoué par les feux nucléaires et les assauts titanesques, alors que le Mechanicum se retournait contre lui-même. L'hérésie d'Horus et les purges sanglantes qui s'ensuivirent affaiblirent irréversiblement le Mechanicum. Des archives entières de connaissances précieuses furent réduites en cendres, des montagnes de données inestimables furent perdues, et d'immenses installations furent réduites en décombres dans les combats qui dévastèrent la planète. Cette blessure béante n'a pas encore cicatrisé même après des millénaires. L'Adeptus Mechanicus lutte toujours pour récupérer ne serait-ce qu'une fraction des savoirs anciens, désormais perdus à jamais, qui constituaient autrefois l'apogée de son glorieux passé.